Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme vous le savez, la Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des zones humides. Le coup d'envoi de cette journée internationale a été lancé à partir du parc national de Djawling par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable en présence des partenaires au développement et des organismes internationaux intervenant dans le domaine des zones humides. Comme vous le savez autant que moi, la Mauritanie dispose de plusieurs zones humides de grande importance nationale et internationale dont certaines sont inexplorées. En Mauritanie, les zones humides sont considérées par la plupart des particularités comme zones de grande importance. Elles constituent également un patrimoine naturel de grande valeur de par leurs multiples fonctions biologiques, écologiques et économiques. Pour débattre de l'importance des zones humides en Mauritanie, avec moi ce soir sur le plateau, deux invités, présidents d'ONG nationales qui interviennent dans le cadre des zones humides. Monsieur Cherif Ndiaye, expert. Bonsoir, Monsieur Cherif Ndiaye. Bonsoir. Monsieur Mohamed El-Mokhtar Mohamed Ahmed, qui est sociologue pastoraliste, président de l'ONG Odzasam. Bonsoir, Monsieur le Président. Avant de commencer le débat, on commence par un papier sur le Djawling en tant que zone humide de grande importance. Cette activité de pêche elle est véritablement rentable pour la population locale. Le rendement mensuel par pêcheur atteint jusqu'à 4 000 de nouvelles oublias par mois et la saison elle est pour 5 mois. En dehors de cette activité, aussi de lutte contre la pauvreté. Il y a d'autres activités qui sont exercées par cette aire protégée, à savoir la régénération du couvert végétal qui constitue un élément, un facteur fondamental pour l'absorption des gaz à effet de serre, notamment pour ce qui concerne le CO2. Donc voilà, messieurs les invités, nous avons pu suivre un reportage sur le parc de Djawling qui est considéré comme zone de grande importance. Une gestion durable de cette zone s'avère indispensable pour leur survie car la pression augmente sur ces aires protégées et ces zones humides. Peut-on faire l'état du lieu des zones humides en Mauritanie aujourd'hui, M. Cherif Ndiaye? Merci. Monsieur Zemzem, de m'avoir accordé cette invitation pour pouvoir en tout cas donner mon point de vue sur les zones humides de l'Est mauritanien. Ces zones humides au niveau de l'Est mauritanien ont permis au projet dans lequel j'ai eu à travailler pendant quelques années avec la coopération allemande comme homologue du conseiller technique principal, nous a permis en 2001 d'inventorier un certain nombre de zones humides au niveau des deux Hauts et de la Saba. Ces zones humides sont reparties comme suit à travers l'inventaire que nous avons eu à mener. 64 zones humides au niveau de la Saba, 151 zones humides au niveau du Haut del Kharbi et 29 zones humides au niveau du Haut del Kharbi. Donc au Haut Sharqi. Ces zones humides de l'Est mauritanien constituent une valeur écologique de grande valeur, mais également aussi un potentiel économique très important. Ceci nous a permis de faire ressortir l'importance de ces zones humides tant sur le plan multifonctionnel, tant sur le plan écologique, biologique et sur le plan aussi agricole. Donc ces zones humides ont permis également au projet
d'effectuer plusieurs études qui ont permis de faire ressortir leurs importances et jusqu'à même les amener à faire une proposition pour que 3 zones humides de leur grande valeur écologique puissent être classées comme sites de Ramsar, notamment la Ga'a de Sawana et de Mouleli, où il y a eu un inventaire des oiseaux d'eau. Plus de 24 000 oiseaux ont été inventoriés au niveau de cette zone. Et sur le plan c'est le recensement de quelle année? Ça, c'est le recensement de 2001. Ah d'accord. Mais qui a été donc initié par le projet coopération allemande. Non, chaque année, dans le cadre du dénombrement des oiseaux en Mauritanie, le ministère organise avec ses partenaires un dénombrement des oiseaux qui leur permettent de suivre l'évolution de ces oiseaux. Parce que ces zones humides au niveau de l'Est mauritanien constituent également les sites d'hébergement des oiseaux migrateurs de l'Europe, ce qui est vraiment pris en considération dans le cadre de la Convention de lutte contre la biodiversité, la Convention également de Ramsar sur la protection des zones humides, et également ces zones humides, par rapport en tout cas à leur multifonctionnalité, ont permis également aux partenaires de développement, notamment le GIRNEM qui opérait au niveau de l'Est mauritanien, de revoir un peu le cadre juridique pour que ces usagers, à travers la multifonctionnalité des zones humides, puissent être impliqués dans la gestion durable de ces zones humides. D'accord, on va y revenir, débattre un peu de la première initiative qui a été prise par le projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans l'Est mauritanien, le projet GIRNEM, qui est le premier à valoriser ces zones humides. On va essayer d'y revenir. Monsieur Mohamed Mokhtar Ahmed, vous êtes sociologue et pastoraliste. Vous avez accompagné aussi le projet dont on en parle, le projet de gestion intégrée, dans la mise en œuvre du code pastoral. Quel est le profit des populations? Quel profit tirent les populations de ces zones humides-là au niveau de l'Est mauritanien? En fait, merci Mohamed et merci à la Mauritanie pour l'invitation. Moi, je pense qu'en partant de l'objet de notre invitation ici, la Mauritanie dispose d'un portail de zones humides important. On peut le classer à 3 niveaux. Il y a des zones humides de grande envergure. Là, on parle de lac d'Aleg, on parle de Mahmouda et de quelques mares au niveau de Hod el-Gharbi. On parle le lac de Mal aussi, le lac de Mal, de grande importance. Effectivement, il y a aussi le lac d'Erkiz, Bandarguin et le parc national de Gaouling. On peut aussi citer Tamour Tenaj. Mais au-delà, et derrière tous ces zones humides, je pense que votre question est pertinente dans la mesure où on sait que ces zones humides sont peu connues et sont méconnues par à la fois les décideurs politiques, les intervenants et la population qui les voisine. Malheureusement, jusqu'à... Donc, vous faites allusion à une meilleure sensibilisation sur l'importance de ces zones. C'est l'importance de ces zones humides, mais laissez-moi dire tout simplement que ces zones humides, ils ont énormément de fonctions. Ils ont une fonction d'abord sociale, parce que ça apaise le conflit, ça permet aux gens d'avoir accès aux ressources naturelles sans passer par des tenures foncières privatives. Ça permet aussi à la population d'acquérir des ressources naturelles de qualité, de la gomme arabique, de balanite de toutes sortes. Ça crée aussi de l'emploi. Et c'est des opportunités économiques importantes. Aujourd'hui, ça crée de l'emploi, M. Mokhtar, une fois valorisé. Les deux à la fois. Actuellement, là où nous parlons, ça crée de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font la cueillette, il y a des gens qui font la transformation traditionnelle comme on fait avec, par exemple, le doumier, le doum, comme on fait aussi avec les balanités. Les ressources naturelles les ressources naturelles, on le fait à l'état naturel et individuellement. Il y a des projets qui interviennent, mais actuellement, on est dans la phase de production des évidences. Parce que c'est à la base des évidences que nous pouvons inviter le secteur public et le secteur privé d'investir dans ces zones humides. Mais je ne vais pas aller très loin dans les questions de transformation. Je vais d'abord dire que les zones humides représentent un exploit important économique et social. La cartographie des zones humides en Mauritanie couvre à la fois ce qui sera plus ou moins surprenant, le nord et le sud. Dans le Tagan, qui est déjà la ligne
vraiment de front entre les zones arides et les zones semi-arides, il y a déjà des bonnes zones humides. Je parle de Tamortenage, je parle aussi des zones humides qui n'ont jamais été citées, même dans la stratégie nationale. De Tamcheket, vraiment la zone humide. Même dans la stratégie nationale sur les zones humides, les choses dont je vous parlais ne sont pas citées ici. Dans la typologie des zones humides, ce sont ce que nous appelons les sources, les érigies. Ça, c'est des sources énormes qui se trouvent au niveau des falaises et qui malheureusement sont sous-exploitées. Et dans la Mauritanie profonde que vous avez initiée à un moment donné, cette émission a ressorti aussi des poches de biodiversité extrêmement importantes et riches. Aujourd'hui, c'est dommage que nos étudiants partent à l'étranger pour étudier la biologie, alors que nous avons vraiment des magasins biologiques extrêmement intéressants. Il y a même des espèces qui ont été trouvées dans le Guidimaka, où tout le monde les cherchait partout dans le monde, ils pensaient que c'est complètement disparu, ils l'ont retrouvé au niveau de Guidimaka. Ces zones humides aujourd'hui représentent aussi une question de droit. Parce qu'à travers les AGLC, les formes organisationnelles, le code pastoral, le code forestier, la population qui n'avait pas accès au foncier, qui n'avait pas accès à la décision, jouissent aujourd'hui de ces AGLC pour faire des plans d'action, pour prendre des décisions sur le foncier, pour participer dans les débats publics sur les politiques nationales. Il faut dire que dans les zones humides, il y a 3 priorités actuellement. La première priorité, c'est la gouvernance de ces zones humides. La deuxième priorité, c'est la sauvegarde de l'aspect biologique, économique et écologique des zones humides. On sait que le danger aujourd'hui de ces zones humides, c'est le système de barrage et le système d'accaparement de sol. Chacun va avoir à la fois un puits et un barrage pour lui. Et tout un barrage est déjà un freinage de l'eau. C'est une manière de détourner l'eau. Et vous savez, la nature, le bon Dieu a fait qu'aucune goutte d'eau ne perd dans le vide. Les eaux de Tagan alimentent le fleuve Sénégal. Les eaux de la Saba alimentent le fleuve Sénégal. Les eaux d'Affolé alimentent le fleuve Sénégal. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de retenue d'eau. Il n'y a pas une politique d'abord de sauvegarde des réserves hydrauliques et surtout d'être conscient de l'importance de ces zones humides pour les points sensibles stratégiquement pour les pays. Quand on parle stratégiquement, on parle du fleuve Sénégal. Tout un barrage qui se trouve même dans le Tagan, qui se trouve dans la Foulée, qui se trouve même dans le Houd Charqi et qui se trouve dans la zone Est, c'est au détriment du fleuve Sénégal. Et c'est au détriment des grandes mares, c'est au détriment des grands oueds. Ça, c'est dans le cadre de la préservation. Et je pense aujourd'hui, il y a 3 priorités, j'ai dit. Il y a la gouvernance d'abord. Ça veut dire, la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés riveraines de zones humides, ils doivent avoir le droit de protéger ces ressources et en profiter. Il y a des choses qu'on ne peut pas dissocier, l'économie et l'écologie. Si l'écologie n'est pas profitable économiquement, personne ne va s'en occuper. C'est vrai. Voilà, nous, permettez-moi juste une dernière, j'ai déjà dit une première priorité. Pour ne pas oublier, c'est par rapport aux retenues d'eau. Exactement, allez-y. Parce que l'année dernière, ou c'était en 2018, le ministère de l'Environnement a initié une mission qui regroupe un certain nombre d'experts, dont Fall Omar, le directeur des aires protégées à l'époque, M. Lehlou, et autres. J'ai eu l'occasion à les accompagner. Avec Mamadou Djam, le président de l'ONG Naforé, nous avons visité le lac de Tamcheket pour un peu faire l'état du lieu des espèces de crocodiles qui sont menacées au niveau de Tamcheket. Mais la seule conclusion faite par les différents experts, c'était la retenue d'eau. Une meilleure maîtrise des eaux de ruissellement qui viennent de l'Agre, c'est le seul moyen de développer ces zones humides pour que ces espèces en voie d'extinction que sont les crocodiles vivent dans cette aire protégée. En fait, l'ingénierie naturelle, je dirais bien ce terme, fait que le ruissellement des eaux n'est pas contradictoire avec avoir les retenues d'eau. Parce que même si vous voyez la cuvette de l'Agre, c'est plus qu'un oued. Vous savez, il y a des poches, même si l'eau va jusqu'à Tintan, il y a des poches
qui sont restés vraiment le nécessaire reste pour les crocodiles et pour les autres espèces qui vivent. Mais s'il y avait des ouvrages de retenue d'eau, ça c'est au détriment de la biodiversité. Comme je disais aussi, la question de retenue d'eau, naturellement, ne nuit pas vraiment à la biodiversité. Mais ce qui est mauvais, c'est les déformations du sol et qu'il y a des facteurs majeurs. Il y a les aménagements qui ne sont pas étudiés pour avoir leur impact sur l'environnement et les grands ouvrages. Je donne un exemple, la construction de routes. La construction de routes a fait énormément de dégâts sur le sol. Elle a créé des retenues d'eau là où il ne faut pas. Parce qu'ils creusent pour prendre la carrière, pour prendre le sable, mais en partant, ils ne rendent pas vraiment le sol là où ils étaient. Donc ça crée un dysfonctionnement de la biodiversité et ça diminue l'ampleur des zones et c'est ça qui va tuer effectivement la biodiversité. Je dirais, un dernier mot, j'ai dit le problème de la gouvernance, le problème des aménagements. Le dernier problème, c'est le problème malheureusement de la gouvernance locale. On parle des communes, on parle maintenant de la région, on parle de tout, mais tout le monde s'occupe des taxes, tout le monde s'occupe des infrastructures, mais personne ne s'occupe des zones humides. Si vous cherchez maintenant dans tous les PDC communaux, vous n'allez pas avoir une action spécifique à la sauvegarde et à la gestion des zones humides. Merci. D'accord. Et donc, M. Cherif Ndiaye, le président de l'ONG Odzassam, a mis en relief la nécessité d'une meilleure implication des populations locales dans la prise de conscience de l'importance de ces zones humides pour les valoriser. Est-ce que vous partagez avec lui les mêmes points de vue? Bon, comme il vient de le dire, je vous ai fait comprendre qu'il y a eu d'abord un inventaire, plusieurs études ont été menées. Bon, il n'existait pas un cadre juridique qui permettait justement d'accompagner ce processus de gestion durable des zones humides. Cadre juridique, c'est le code pastoral qui a été mis en place. J'en viens. Ce code pastoral a été adopté pour que les populations soient impliquées dans le cadre de la gestion de ces zones humides. Je pense qu'il a fait appel d'ailleurs à certaines religieux comme Hamdan et autres. J'en viens. Effectivement, ce code pastoral s'inspire de notre charia, qui a permis justement de faire ressortir à travers les résultats obtenus par rapport à la multifonctionnalité des zones humides, que les gens peuvent être responsables, mais il n'y avait pas un code qui leur permettait de gérer leurs ressources directement et pour qu'ils les responsabilisent. Mais vous ne pensez pas qu'il est resté méconnu malgré sa mise en œuvre? Non, il y a eu par la plus grande partie des usagers. Non, il y a eu plusieurs sensibilisations à travers les différentes phases du projet qui a opéré au niveau de l'Est mauritanien et des ateliers tant au niveau régional que des ateliers au niveau national qui ont permis vraiment d'accompagner ce processus. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le ministère, avec ses partenaires, a mis en place une approche de gestion durable des ressources naturelles. Le code forestier également en 2007... Donc il doit y avoir une synergie entre les départements de l'agriculture et celui de l'élevage. J'en viens justement à cela. Parce qu'il faudrait d'abord que les activités qui sont menées de façon non concertée au niveau régional par certains partenaires, c'est vrai, chaque partenaire a son approche. Mais il faudrait que les plans d'action qui vont être mis en œuvre, comme il l'a dit par exemple, à travers les eaux de ruissellement, les barrages qui sont en amont de ces zones humides ont permis d'assécher plusieurs zones humides. Et ces zones humides... Comme par exemple? Par exemple, au niveau de la zone Agmamine. Non, pas Agmamine, au niveau de l'Est mauritanien, là où il y a... si je prends l'exemple, par exemple, de la GAA de Sawana, entre le projet GIRNEM à l'époque, où on travaillait, et le projet PDRC, il y a eu un barrage à partir de Mobrok. Ce barrage a complètement asséché et a diminué la superficie exploitable au niveau de... Alors qu'on avait recensé 3000 agriculteurs qui exploitaient cette zone pendant la période de soudure. Là, parce que ces zones humides, leur approvisionnement en eau était lié à nos aléas climatiques. Donc, quand les barrages sont faits en amont, ça freine l'eau. Et au moment de les libérer, ça va trouver déjà
Et aussi, ça a perturbé ce qu'on appelle le mouvement des oiseaux migrateurs au niveau de la zone dont l'État a signé la Convention de la biodiversité. Mais il y a aussi le phénomène du changement climatique, parce qu'il y a des zones qui sont complètement inondées et il y a des zones qui sont devenues complètement sèches où il y avait de l'eau auparavant. Moi, je termine. Il y a également une volonté politique. L'État a adopté une stratégie nationale des zones humides. Il faut reconnaître qu'il y a des projets aujourd'hui qui sont en train d'être mis en œuvre par rapport à la préservation de ces zones humides. Notamment ce projet zone humide qui opère au niveau de la Grande Muraille Verte. Il y a un plan d'action qui va être certainement réalisé dans les jours à venir et qui permettra certainement d'organiser certaines... Il faut reconnaître que les populations aujourd'hui sont très conscientes que leur vie est liée en tout cas à la préservation de ces zones humides qui ont une importance et plusieurs activités maraîchères aussi, des activités génératrices de revenus qui sont en train d'être exécutées au niveau de ces zones humides aussi, sont des chronoporteurs. La valorisation également des produits forestiers, comme il a évoqué, que ce soit le miro blanc, que ce soit les produits de tannerie également, les populations sont en train vraiment, à travers certains partenaires, de s'investir. Mais ce que je dirais aujourd'hui, qu'il y ait une harmonisation dans ce qui se fait au niveau régional, à travers ce qu'on appelle un plan de développement régional qui permettra à tous les acteurs d'être au même niveau d'information pour permettre en tout cas de préserver ces zones humides au niveau de l'Est mauritanien. Il y a une volonté, la société civile également est très lancée dans ce domaine. Sans s'éloigner du sujet, en ce qui concerne la volonté politique des pouvoirs publics, je pense que la ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à la stratégie générale du gouvernement en matière de protection de l'environnement. On va suivre un reportage et revenir pour la discussion. Le changement climatique et plus généralement les atteintes à l'environnement entraînent des coûts économiques et sanitaires quantifiables qui pèsent sur la croissance et le bien-être à long terme. Les défis sont nombreux, les opportunités aussi. Pour un pays comme la Mauritanie, les enjeux sont importants et je dirais même énormes. Aujourd'hui, les questions de désertification sur lesquelles nous nous battons depuis, je dirais, plusieurs décennies n'ont pas véritablement évolué quand on sait que 80% de notre territoire national est affecté par la désertification. Un autre thème aussi important, c'est la question de la biodiversité, la peur de la biodiversité. Nous n'avons pas suffisamment de connaissances par rapport à la situation de la biodiversité dans notre pays. Où est-ce qu'on en est exactement? Quelle est la faune que nous avons? Quelle est la flore que nous avons? Et nous allons travailler en étroite collaboration en 2020 donc avec la FAO qui va nous donner un appui pour tout d'abord faire un premier inventaire. Parce qu'on ne peut pas bâtir des politiques, on ne peut pas bâtir des stratégies quand on ne connaît pas quelle est la situation de référence, quel est l'état de référence que nous avons. Donc nous allons essayer déjà de travailler sur ces questions de l'information environnementale. À l'instar de tous les pays, la Mauritanie fait face à de nombreux problèmes environnementaux dont les causes sont complexes. Les mesures correctives devront donc être vastes et mise en œuvre à grande échelle. Les conclusions des scientifiques, jugées fiables jusqu'à 90%, sont alarmantes. Dégradation accélérée des terres, montée des océans, forte probabilité d'événements climatiques extrêmes. Les pays les moins nantis abritent naturellement les populations les plus vulnérables. La Mauritanie, y compris sa capitale, Nouakchott, ne sont pas à l'abri. Des scientifiques nationaux ont en effet alerté depuis plusieurs années. Notre capitale doit mieux se préparer aux extrêmes. Les risques de submersion ou d'incursion à l'eau de mer sont élevés, notamment dans les zones basses, situées en dessous du niveau de la mer. Des zones populeuses et des infrastructures sensibles, telles que hôpitaux et écoles, pourraient être affectées, ce qui handicaperait davantage les services de secours. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner la nécessité de conjuguer les efforts pour protéger nos écosystèmes. En d'autres termes, il s'agit de politiques environnementales rigoureuses, mais bien conçues pour soutenir la réduction de la pollution à l'échelon national. Voilà, chers invités, vous avez pu suivre
la déclaration de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Mariam Bekkay, à l'occasion du lancement de cet atelier qui a réuni les principaux partenaires au développement ainsi que les différents acteurs politiques et acteurs de la société civile. Elle a précisé que les enjeux sont énormes, la désertification, la biodiversité, quelle est la faune, quel est l'état de lieu de la faune que nous avons et la flore. Okay. Donc autant de défis qui restent à relever. Moi je pense que Madame la ministre, c'est déjà, quand elle parle, c'est l'expert qui parle aussi. C'est une grande expert de l'environnement. Et moi je pense qu'il y a des enjeux stratégiques sur le plan macro. Ça, les gouvernements, les partenaires, tout le monde s'y donne. C'est-à-dire tout le monde est déjà en chantier. Sur le plan opérationnel, c'est là où les choses font parfois inquiétude. Mais je vais revenir un peu au point que vous avez relevé, c'est le cadre juridique. Le code pastoral, le code forestier sont suffisamment vulgarisés jusqu'à présent. Le PRAVS en effet, la GIZ et aussi le PRODEFI à travers la composante PFNL et le SAFIR. SAFIR, c'est un nouveau projet d'emploi au niveau de l'Union européenne. C'est sécurité alimentaire, formation, insertion, résilience et emploi. Le PRODEFI donc intervient mais dans le cadre des produits forestiers non ligneux au niveau des zones humides. Oui, mais en fait, il y a des... mais pas un développement proprement dit des zones humides. Mais il y a un aspect transversal. C'est-à-dire il y a un aspect transversal. Les acquis et les leçons apprises au niveau de chaque activité est utilisées au profit des autres composantes et peut être vraiment vulgarisé ailleurs. Mais je pense quand même le plus important pour nous aujourd'hui, dans les zones humides, c'est de faire le diagnostic de ces zones humides. Faire leur état de vulnérabilité. Savoir est-ce qu'on est déjà dans une dynamique, à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Est-ce que la Mauritanie aujourd'hui a un classement de zones humides A, B, C, D, ainsi de suite. Est-ce que nous avons déjà une stratégie de mise à mettre en œuvre? Moi, je sais qu'il y a une stratégie au niveau national pour bâtir une politique. Mais est-ce qu'on a déjà suffisamment de projets qui se spécialisent dans les zones humides? Moi, quand je regarde, le plus grave, c'est que si les zones humides, si les axes goudronnés, la pression, ce n'est pas seulement la pression, comme la ministre l'a dit, c'est le changement climatique, mais c'est la pression humaine. C'est la sédentarisation, c'est l'exploitation vraiment irrationnelle, abusive des ressources, c'est même malheureusement au niveau des forêts, au niveau l'accaparement de l'espace même humide pour être vraiment une privée. Et là, je cite aussi un grand dilemme des zones humides. Moi, je parle de terrain. Je laisse le plan conceptuel et le cadre juridique, mais je parle de terrain. Mais comment diminuer la pression sur les zones humides? Justement, il y a plusieurs usagers. Excusez-moi, chérie, il y a une chose importante. Aujourd'hui, on a 3 réclamations quand on parle au profond de la Mauritanie, comme vous dites, la Mauritanie profonde. Chaque communauté, chaque famille se transforme en village. Elle a 3 priorités. Un puits, un barrage et une mise en défense. Et les 3 éléments sont au détriment de la zone humide. Pour faire un barrage, ça va être au détriment. C'est un bassin versant. Donc c'est sur le bassin versant qu'on va faire. Et chacun veut faire. Et là, le plus grand problème, c'est l'intervention des projets de certains bailleurs de fonds qui favorisent la création de digues et diguettes. Les digues et diguettes, c'est au détriment des mares. Ainsi de suite, la mise en défense. Mais les digues et diguettes, c'est dans le cadre de la sécurité alimentaire. Aussi, les populations, il faut qu'ils soient approvisionnés en denrées de première nécessité. Il faut avoir son impact. Il faut avoir son impact sur la zone humide. Il faut faire la balance entre ce qu'on tire de la zone humide et ce qu'on va tirer de cette diguette. Cette diguette, ce sera le profit de quelqu'un qui va être fait sans assistance technique et ça va se détériorer. Demain, il va en faire encore. Mais le poids de ce qu'il a fait sur la mare est très, très grave. Et aussi la question de l'eau et la question, comme je disais, de la mise en défense. La mise en défense, quand on a les 3 critères nécessaires pour une zone humide, pour qu'elle soit vraiment d'un intérêt commun, c'est d'avoir une zone humide, l'eau, une zone pastorale, pour que les animaux qui vont
pâturaient dans la zone pastorale reviennent avoir de l'eau, s'abreuver dans la zone humide, et le bassin versant. La mise en défense dans la zone pastorale, et le barrage, c'est la zone, c'est le bassin versant. Qu'est-ce qui va rester pour la zone humide? Donc, s'il n'y a plus d'eau à pâturer, si les eaux sont détournées, je ne parle pas aussi, je ne veux pas oublier aussi les effets négatifs du parfum manuel, des parfums mécanisés. Ah, d'accord. Mais les enjeux. Je sais que c'est une politique à effet rapide, ça peut rapidement neutraliser l'effet de brousse, mais ça a des effets négatifs sur le sol et la modification du cours d'eau. D'accord, donc on va donner la moi, parole à M. Chérif. Je pense qu'on a parlé dans un cadre très général par rapport aux mesures d'accompagnement qui peuvent mettre en valeur les zones humides ou même qui peuvent porter des menaces par rapport à la zone humide elle-même. Mais ici, comme on l'a dit, il y a déjà un cadre juridique qui permet d'organiser les populations. Les différentes interventions sur le terrain, des différents partenaires, sans harmonisation des actions à mener, qui constituent aujourd'hui le problème majeur de ces zones humides. Est-ce que vous voyez? Donc, ces populations, si je prends l'exemple, par exemple, de la zone humide de Bougari, s'il y a plusieurs partenaires qui opèrent dans cette même zone et il n'y a pas d'harmonisation par rapport aux actions qui se font, et là, les zones humides... Mais je pense qu'en évoquant le cas, par exemple, de Bougari, il y a le projet au niveau de la Grande Muraille Verte, qui est financé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui doit intervenir au niveau de Bougari, Tamour Tenaj, Mahmouda et autres. Je pense que les prochaines semaines verront le lancement de ces projets au niveau de ces zones-là. Ils vont réunir l'ensemble des différents acteurs, l'ensemble des intervenants autour d'une table pour discuter de l'identification de leurs priorités. Est-ce qu'il faut développer ces zones humides-là en mettant par exemple des grillages autour de ces zones humides-là? Est-ce qu'il faudrait créer des activités génératrices de revenus parce que les populations qui vivent autour de la zone humide tirent profit de cette zone humide à travers les produits forestiers non ligneux, à travers l'agriculture et à travers aussi la consommation du poisson que recèlent ces zones humides et une quantité de poissons de grande importance. Au niveau par exemple de Tamour Tenaj, au niveau de Mahmoudé, l'exportation du poisson vers le Mali est de grande importance. C'est énorme. C'est pourquoi le ministère de la Pêche a été impliqué même dans le recensement de ces quantités de pêche qui sont pêchées au niveau de ces zones. Ces plans d'action dont vous faites allusion aujourd'hui ne peuvent pas se faire au niveau du projet tout simplement. Ces plans d'action doivent se faire au niveau terrain pour permettre... Non, ça va impliquer les populations locales. J'en viens. Il y a une situation de référence et c'est cette situation de référence qu'il faut prendre en compte. Nous ne savons pas aujourd'hui, comme l'a dit Madame la Ministre, quelle est notre situation de référence pour nous permettre de planifier des actions avec les différents utilisateurs de ces zones humides. Donc quand on a une situation de référence, certes, il y a eu déjà des études qui ont été menées. Et cette base de données, je pense qu'elle doit être disponible au niveau du ministère de l'Environnement ou bien cette base de données au niveau des partenaires, par exemple, qui ont mis en place l'approche avec le ministère concerné. Les autres partenaires également qui opèrent, qui sont en train de faire des actions, il faudrait que la somme de ces actions puisse vraiment être prise en compte pour que aussi la société civile qui opère dans ces domaines aussi puisse apporter, et la communication aussi. Parce que quand on parle de méconnaissance de ces zones humides au niveau de l'Est mauritanien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je crois savoir qu'au niveau, par exemple, des zones humides, vous le savez autant que moi, que la coopération allemande ainsi que les partenaires étrangers ont fait énormément de films sur l'importance de ces zones humides au niveau du parc national du Bandarguin, au niveau du Djaouling et au niveau de Bougari, où les dernières espèces de crocodiles en voie d'extinction existent en Mauritanie, après l'Égypte. Donc, je pense qu'il y a un élément très important sur lequel je voulais vraiment insister par rapport à cette sensibilisation. Je ne peux pas accepter
qu'aujourd'hui, l'importance des zones humides au niveau de l'Est mauritanien est méconnue par les différents utilisateurs des ressources. Parce qu'aujourd'hui, les populations qui vivent à côté de ces zones humides, à travers notre charia, n'empêchent pas les gens vraiment d'exploiter ces zones humides. Mais les différentes actions qui sont en train d'être menées par différents partenaires, sans harmonisation avec le ministère de tutelle par rapport à son rôle régalien de suivre justement cette politique de mise en valeur des zones humides, c'est là où vraiment je constate que le bas blesse. Il faut que le ministère de tutelle, les différents acteurs qui sont en train de travailler dans le cadre des zones humides, puissent en tout cas accompagner cette approche qui, à travers elle, on a mis en place des AGLC. Ces AGLC, qui sont des associations de gestion locale des ressources naturelles, impliquent tous les acteurs, que ce soit les transhumants, que ce soit les autochtones, que ce soit une action qu'un partenaire veut mener. Il doit se référer sur l'association qui existe. Mais vous voyez en parallèle qu'on crée d'autres structures. Et la société civile aussi qui accompagne justement ces différents partenaires sur le terrain doivent être en harmonie avec toutes les activités qui vont être menées, et ceci doit passer par le canal des associations de gestion. Avant de donner la parole au président, Abdel Mokhtar, j'appuie votre proposition. Il faut qu'il y ait une vaste campagne de sensibilisation des différents acteurs et du département des tutelles sur l'importance de ces zones humides. C'est pourquoi il y a une nécessité d'organiser avec les populations locales des journées de réflexion. Par exemple, c'est une bonne chose. Lorsque nous avons appris que la direction générale de l'Agence nationale pour la Grande Muraille Verte, en collaboration avec la direction des aires protégées, envisage organiser des journées de réflexion des zones humides au niveau de ces zones-là. C'est très important. Mais il y a lieu aussi, vous en tant qu'ONG, de continuer la sensibilisation sur l'importance de faire quelque chose pour ces zones humides. Mais c'est justement, pardon, j'ai une idée en tête, par rapport à la sensibilisation. Moi, je pense qu'au niveau de chaque wilaya aujourd'hui, nous disposons d'une radio. Et chaque radio aujourd'hui a une portée. Et à travers le renforcement justement de la portée du message pour que les gens apprécient l'importance de ces zones humides et l'intérêt de les préserver, parce que l'Est mauritanien aujourd'hui, nous vivons de l'élevage. L'élevage est l'activité la principale au niveau de l'Est mauritanien. Et ces zones humides également, de par l'abreuvement de ce cheptel, qui sont des centaines de milliers qui s'abreuvent au niveau de ces zones humides, je pense qu'aujourd'hui, sont conscients. Mais les activités parallèles qui se font par rapport à ces zones humides, qui limitent leurs espaces et qui favorisent aussi cette perte de biodiversité à travers ces barrages qui sont menés. Donc il y a lieu qu'à travers le CSA, qu'à travers les projets qui opèrent dans les domaines sur le terrain, qu'il y ait vraiment une harmonisation et que la société civile les accompagne par rapport à ce qui va se faire. Il faut qu'on s'organise un peu. Je pense qu'il y a des idées qui sautent comme ça. Moi, je pense qu'on doit rester sur le plan pratique. Je pense que ce qui compte, ce n'est pas qu'on dit que tel ou tel projet intervient. C'est la qualité de l'intervention qui compte. Un projet qui intervient pendant, il fait un séminaire, ou il fait 2 ou il fait 3 réunions, il finance une petite activité ici et puis il s'en va, sans rien laisser. Tant que les projets sont en workshop, focalisés en workshop, tant que les projets ne sont pas décentralisés. Ah, tu parles de la déconcentration. De la déconcentration de moyens et de ressources humaines. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la décentralisation de la problématique et la centralisation des moyens. Les projets disposent d'antennes. Ils disposent des antennes dans toutes les villages. L'antenne n'a aucune valeur. On a de l'expérience avec ça. Le projet Journem a réalisé ce qu'il a réalisé parce que son siège principal était à Ayoun. Le projet Assaba a réalisé ce qu'il a réalisé lorsqu'il était en Assaba. La coopération espagnole a réalisé ce qu'elle a réalisé quand il était à Walata. La coopération allemande a réalisé ensemble de ce qu'elle a réalisé, il était à Silibari. Mais s'il y a une approche participative, le projet ne peut intervenir qu'avec l'appui des populations locales. Moi, je veux bien enchanter. Avec ce qu'ils disent, il y a tel ou tel projet. Mais un projet, son staff en workshop, même s'il a une antenne là-bas,
Cette antenne n'est pas le chef de l'antenne n'est pas l'ordinateur du budget, n'est pas le responsable de la planification. Ce qu'il va proposer peut être fait ou peut ne pas être fait. Il exprime le besoin quand même. Il exprime le besoin, mais quand est-ce que le besoin-là va venir? Moi, je pense qu'il faut plutôt aller dans une autre approche, c'est la responsabilisation, comme Chérif l'a dit, de la population. Que la population d'abord fait à son niveau la planification, l'identification des besoins, l'analyse des causes, et qu'elle élabore elle-même son projet. Moi, je ne suis pas contre qu'un technicien soit là pour les aider à canaliser, à écrire, à monter le projet. Mais tant qu'on a des projets ficelés en workshop, même si on fait un atelier de restitution, ça c'est de la consultation fictive. Tout à fait. Mais il faut vraiment un projet, 2, 3, 4 projets ne suffisent pas pour préserver une zone humide. Plus forte raison, un projet qui va financer tant de zones humides en Mauritanie. Moi, je pense que votre premier souci, c'est le souci le plus prioritaire actuellement, c'est de diagnostiquer dans la mesure où l'État, avec ses partenaires, va se focaliser, va décentraliser les moyens, le pouvoir et les ressources humaines. Et aussi écouter la population. Ce n'est pas un luxe. Quand je dis vraiment un projet participatif, ou quand je regarde ce qui a fait, ce qui n'est pas fait, la population est complètement absente. Peut-être 2 heures, 3 heures de temps, le temps de faire quelques heures dans le bon paysage ou le mauvais. En tout cas, ce n'est pas une implication. C'est la vérité. Maintenant, les zones humides aujourd'hui, même une ONG, 2 ONG, 3 ONG ne peuvent pas encadrer toutes les zones humides d'une seule région, plus forte région de la Mauritanie. En tout cas, le SGP a identifié, il a parlé dans un séminaire de 320 zones humides dans le Houd al-Gharbi seul. Et je pense l'inventaire des zones humides, quand on le fait, il y a un grand travail qui a été fait par une certaine chara, vous le connaissez, il l'a fait avec Chérif Ndiaye. Il l'a fait avec Chérif Ndiaye quand il était au Zernam. Et ce travail n'a pas été valorisé. Moi, je ne suis pas là à la place de l'État. Il y a eu même énormément de films aussi, de projections qui n'ont pas été... Je sais que la qualité de l'intervention aujourd'hui pose problème. Pose problème à 2 niveaux. Au niveau de la qualité, c'est-à-dire le résultat, et aussi la durabilité. Tant de projets qui ont réalisé des choses, mais lorsqu'ils partent avec. L'approche, la conservation des eaux et des sols, ce qu'on a fait. Chacun vient avec les moyens qu'il faut le faire devant les gens, mais quand ils partent, les gens n'ont pas ni la technicité, ni le temps pour apprendre avec l'organisme qu'il a fait, et puis il ne peut pas répliquer ça. Et ça crée un problème d'assistance. Mais aujourd'hui, donc, vous avez... je voulais juste dire que les zones humides doivent être pensées dans une logique de restauration. Chaque zone humide, elle a perdu déjà à peu près, disons, à ma considération personnelle, 40% de son sol. Et c'est devenu vraiment des sols perdus. La première des choses à envisager maintenant, c'est de restaurer ce sol afin de protéger la zone humide en galerie et en zone de stagnation. Parce que, comme je disais, tant qu'on n'a pas cette question de classification, quand on n'a pas ce diagnostic, on ne peut rien faire. Mais aussi, il y a des bonnes potentialités qu'on peut penser. Moi, je pense maintenant, il y a une zone de la Mauritanie, en partant de Bouti-Limite jusqu'à Walata, en passant par le Tagan, par la zone d'Aukar, il y a énormément de zones humides qu'on peut valoriser. Il y a énormément de zones où on peut faire des bons... Non, de l'Aukar, il n'y a que la désertification. Non, ce n'est pas seulement la désertification. L'Aukar est voisin de Batan. Et le Batan, c'est tous des érigés. C'est une question d'exploitation. C'est-à-dire, moi, je ne parle pas de l'Aukar en tant que zone désertique. Parce que l'exploitation des zones humides n'a jamais été faite sur l'espace humide. Toujours, il y a une cohabitation, il y a un caractère panoramatique de l'espace. Mais cette zone est jusqu'à présent méconnue par la plus grande partie des usagers. Quand mon ami Chérif dit qu'il y a un grand travail qui a été fait, c'est vrai, mais a été fait localement. En tout cas, le pouvoir public n'a pas pris en charge la vulgarisation. Et si vous demandez aujourd'hui un procureur ou un qadi d'un tribunal donné pour lui demander combien de fois vous avez arbitré avec le code pastoral, il ne se souvient même pas du code pastoral. Maintenant, c'est dans la... Donc le projet de loi a été approuvé, mais jusqu'à présent, sa mise en œuvre pose problème. Le problème, je pense que l'application. Non,
c'est qu'on fait une loi au niveau du ministère de l'Environnement, on fait une loi au niveau du ministère du Développement rural, mais est-ce que ces lois sont déjà utilisées dans le recueil de textes juridiques qui utilisent la justice? Ah, d'accord. Est-ce que déjà, au niveau de l'arbitrage, est-ce que la justice est déjà reçoit les PV au niveau des wilayas, des muqata'a, des hakim et des maires? Moi, je pense qu'il y a un problème d'authentification de cette loi. Il faut que cette loi soit un organe solennel de ce corps qui est l'État, et le corps institutionnel. Il faut que les gens arrivent vraiment à mettre ça dans leur fonctionnalité. Si vous demandez en cas d'aujourd'hui s'il connaît le code pénal, il va lui dire oui, je le connais. La loi administrative, oui, mais le code pastoral. Moi-même, j'ai fait l'enquête. Et le monsieur qui nous a accompagnés dans le cadre du code pastoral a fait lui-même l'enquête. Aujourd'hui, même pas seulement en Mauritanie, il y a des lois qui sont faites à la lumière de la dégradation dans la zone sahélienne. Ah, d'accord. Ce qui fait que le code pastoral en Mauritanie, il y a la charte pastorale au Mali, il y a le code pastoral nigérien, il y a le code pastoral sénégalais. Et c'est vous une dynamique. Pas que ces pays de la sous-région se sont inspirés par l'expérience mauritanienne? Bien sûr, ils sont pas seulement les pays de la sous-région, même l'Éthiopie. Moi-même, j'étais invité là-bas à un atelier sur le code pour présenter le code pastoral mauritanien. Et la Somalie en inspiré, l'Éthiopie en inspiré, le Kenya même l'utilise. Maintenant, c'est dans le portail de l'UICN. Si vous demandez le code pastoral, partout, mais en Mauritanie, c'est un problème. D'accord. Bon, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Par rapport justement à la préservation de ces zones humides, qui est en tout cas notre sujet d'actualité et l'objet de notre invitation, moi je pense que déjà, il y a un travail préliminaire qui a été fait. Ce travail préliminaire maintenant, comme ça a été dit dans le discours de Madame la ministre, il faut faire un état de lieu pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui a été fait dans le cadre des zones humides. Aujourd'hui, si je prends l'approche de gestion locale des ressources naturelles, les AGLC, le premier critère d'abord, c'est la zone humide. Parce que cette zone humide, elle a une multifonctionnalité. Et cette multifonctionnalité permet à plusieurs secteurs d'intervenir au niveau d'une zone bien donnée. Si c'est par exemple au niveau de Sawane, il y a le secteur de l'hydraulique, il y a le secteur de l'agriculture, il y a le secteur de l'élevage. Donc l'harmonisation de toutes ces actions qui convergent vers l'intérêt de préserver cette zone humide, aujourd'hui, doit constituer une priorité. Il y a une stratégie nationale qui a été adoptée dans le cadre de ces zones humides. Et les dispositions de cette stratégie doivent être prises en compte par l'ensemble des partenaires parce que c'est une volonté politique du gouvernement d'accompagner ce processus de préservation de ces zones humides à travers les différentes, à travers sa multifonctionnalité. Quand on parle de zones humides, c'est pratiquement le ministère de la Pêche. Quand on parle de la pêche traditionnelle, nous voyons aujourd'hui qu'au niveau de certaines zones humides, il y a un potentiel très important de poissons qu'on exploite. Nos populations ne savent pas la transformation, mais ils font un système avec... Pourquoi ils le confient à des étrangers? Ils les confient par exemple aux Maliens. S'ils exploitent une zone humide en plan de pêche traditionnelle, le poisson fumé est partagé entre les gens qui consomment le produit, que ce soit des Maliens ou que ce soit d'autres également qui en font un commerce. Si nous regardons également l'abrégement de ce cheptel, puisque dans les projets passés que nous avons eu à gérer... c'est valable aussi pour les différentes espèces de crocodiles les différentes au niveau des zones humides aussi qui sont exportées vers les pays de la sous-région. Bon, je n'ai pas une connaissance par rapport à cette exploitation, mais parfois, il y a des cas, par exemple, qui arrivent où les gens s'attaquent de façon illicite à ces crocodiles et qui abattent les crocodiles pour des trucs traditionnels, disant que la peau du crocodile ou bien la chair peut apporter un traitement. Mais d'où la nécessité de les protéger. Bien sûr. C'est pourquoi je vous ai dit que ces différents acteurs qui opèrent, par exemple, il y a un plan d'action au niveau de Bougari. Ce plan d'action permet de définir la zone pastorale. Ça permet de définir également la zone de biodiversité. Ça permet également de définir la zone agricole et la zone de maraîchage. Donc, à travers toutes ces actions, si vraiment les interventions ne sont pas vraiment harmonisées et de façon à beau prendre en tout cas une volonté des textes et tout ça, sinon il n'existait pas de cadre pour permettre à ces populations de s'organiser. Aujourd'hui,
Si je prends l'exemple du projet, par exemple, Prodéfi, il est en train de mettre en place des AGLC. Si je prends l'exemple du projet PASC 2, qui a mis en place aussi des AGLC, c'est parce que l'État et ses partenaires ont pu mettre en place une approche. Cette approche peut accompagner ce processus. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à tous les partenaires aujourd'hui de s'inspirer. Certainement au niveau même de l'Union européenne, ils sont en train de voir comment créer 9. Les AGLC sont déjà créés. Au niveau aussi du DIMS, il y a... Au niveau également du DIMS aussi, il y a au niveau du RIMRAP également, qui vient de faire une annonce, il y a une volonté, mais le tout va s'inspirer sur ce document qui existe. L'intervention du RIMRAP jusqu'à présent au niveau des zones reste limitée jusqu'à présent par rapport, en coopération avec les autres projets comme vous l'avez souligné, le Prodéfi, le DIMS, le PRAPS et autres. Mais il y a une concertation. Et moi je pense que tous ces projets qui ont une composante, moi je pense que tout, au niveau régional, il y a des délégations régionales. Il y a également des directions du ministère du Développement. Il y a des directions de l'hydraulique. Il y a également l'aménagement rural. Il y a le commissariat aussi à la sécurité alimentaire qui font des barrages. Mais moi je pense que Chérif, vous avez fait la banque de données, c'est-à-dire l'inventaire de toutes les zones humides au niveau de l'Est mauritanien en tout cas. Mais la responsabilité incombe aux populations locales, c'est-à-dire les maires de communes, pour un peu sensibiliser et essayer de pousser un peu les décideurs à intervenir au niveau de ces zones humides-là. Dans la loi, à tirer profit au moins de ces ressources naturelles. Parce que la transformation des produits forestiers non ligneux au niveau de ces zones humides-là, c'est très limité. Oui, mais ça, c'est des mesures d'accompagnement. L'expérience qui a été faite par le projet PROLPRAF, qui est le premier d'ailleurs à exploiter un peu ces ressources naturelles. Moi, je pense que les produits forestiers non ligneux, ça, ce n'est qu'une action minime par rapport à tant d'autres actions de grande valeur qui se font au niveau de ces zones humides. Mais ça, c'est important, c'est-à-dire la gomme arabique et les gégis. J'en viens. Une zone humide, il n'y a pas un peuplement important. C'est surtout le gonaquier, l'acacia nilotica, un mour qui se trouve dans ces grandes zones. Le gommier, les usufis, ça, c'est des espèces. Je veux dire que ce n'est pas seulement au niveau de la zone humide, au niveau de la tamour, mais autour de la zone humide. Non, ça, c'est des activités qui... Il y a des activités, par exemple, agricoles qui sont réalisées autour, par exemple, de l'espace humide. Non, il y a une chose. Moi, je vois... Par rapport au PLFLM, pour moi, c'est une activité génératrice de revenus. C'est vrai, mais le tout, c'est à travers un plan d'action d'une AGLC. L'AGLC, il faut en tout cas l'approche qui a été mise en place par le ministère de l'Environnement, plus son partenaire, la GIZ. Les 10 approches parlent d'abord qu'il faut la présence d'une zone humide. S'il y a la présence d'une zone humide, c'est là où on peut déterminer les activités. Les activités aussi sont déterminées selon les priorités des populations. Ce n'est pas qu'un partenaire vient, il veut demander à la population de faire telle activité ou telle activité. Non, ça doit se faire à travers un plan d'action vraiment concerté avec les populations qui connaissent aujourd'hui quelles sont leurs priorités. Et c'est à partir de là que le partenaire doit agir. Ce n'est pas des choses importantes. Le PFNL, je pense, le PFNL, l'approche AGLC aujourd'hui, il était dans une situation de créer des mobiles qui motivent la population. Effectivement, la mission fondamentale d'une AGLC, c'est la mission qui a été attribuée au niveau des délégations de l'environnement, c'est la protection de la nature. Mais on s'est rendu compte avec le temps que la population ne bénéficie pas de ce que bénéficie la délégation de l'environnement. La délégation de l'environnement avait le moyen de l'État pour faire la protection des ressources naturelles. L'AGLC, quand on met les AGLC en place, on a la nécessité de protéger une grande zone. Donc ce sera de 15 à 25 villages, 15 à 25 villages pour qu'ils se réunissent, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils le font déjà patrouille, c'est-à-dire à travers le système de surveillance. Il faut des moyens. Vrai. Maintenant, ils gèrent, comme tu as dit, ils gèrent une zone humide. Une zone humide, c'est 3 critères. C'est bassin versant, une zone humide et une zone pastorale desservie. Et quand on a cette zone humide, ce n'est pas seulement l'emblavement. On ne parle pas de la zone couverte par l'eau. On parle de la zone en termes d'impact. La seule solution qui a été trouvée, l'État n'a pas le moyen,
ni la volonté, peut-être pour une raison de démocratisation du pays, de donner des lignes de crédit aux AGLC. Mais les AGLC aussi, quand on leur demande d'assurer leur fonctionnement avec les amendes, ils vont amender tout le monde, ils vont couper tous les arbres. Donc la seule solution qu'on a dit, il faut exploiter les ressources rationnellement. Les jujubes qui se trouvent, les bananites, la gomme arabique, même s'il y a d'autres produits forestiers non ligneux, il y a un système de prélèvement. Ce système de prélèvement peut être collectif comme il peut être individuel. Maintenant, on se rend compte que quand je fais 10 kg de jujube, ils vont m'apporter maximum 1000 ouguiya. Quand je fais la transformation du jujube à deux niveaux, ça peut m'apporter 40 000 ouguiya. Le balanites, le kilo de balanites, ça se vend aujourd'hui dans le marché, dans le meilleur cas, 20 ouguiya et 100 ouguiya en Nouakchott dans la période difficile. Maintenant, si je fais la transformation avec 1 kilo de 100 kg, 100 kg de balanites, je peux arriver jusqu'à environ 125 000 euros. Ce qui fait 25 000 ou bien 12 500 MRU. C'est à travers quelle technique? D'abord, la chair, c'est déjà du sirop, c'est du jus à boire. Le savon, ce qui est à l'intérieur, c'est du savon. Le veuf, il y a du savon. Et aussi, il y a l'huile aussi, à utilisation humaine, comme pour le cosmétique aussi. Vous voyez la société de Togala, qu'est-ce qu'elle en tire comme profit? Un demi-verre comme ça, de beurre de balanites, ça se vend à 2000 ouguiya. Ça, c'est au niveau de quelle zone? Au niveau de l'Ibrakna. Ils produisent maintenant au niveau de l'AG, mais aussi les AGLC. Donc l'expérience n'a pas été généralisée au niveau de l'Est. Actuellement, on est dans le stade de faire la transformation. Mais pour le plus grand problème aujourd'hui pour les AGLC, c'est la commercialisation. Parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller dans les villes, présenter le produit. Le produit, les gens ne le connaissent pas, n'ont pas encore eu l'habitude de le consommer. Il y a une phase de présentation et de donner le produit à tout le monde. Ce problème de commercialisation se pose d'ailleurs au niveau de toute la production locale. Par rapport à l'enjeu de PFNL, si aujourd'hui on arrive à intéresser un privé qui investit jusqu'à minimum 20 millions d'ouguiya, il peut avoir les besoins. En tout cas, il peut avoir à partir de balanites une grande quantité d'huile qui peut remplacer l'huile importée. Et si maintenant on a des sociétés qui vont s'en occuper, la Mauritanie n'aura plus besoin d'importer l'huile de la Malaisie, de l'Indonésie et d'ailleurs. Donc ce qui fait que ces produits forestiers non lignés, c'est un magasin, c'est un potentiel énorme économique. Comme je disais dans le début du débat, on ne peut pas préserver et protéger l'environnement sans avoir un intérêt économique. Tout à fait. Mais ça c'est évident, c'est évident. Moi je pense que l'aspect économique... Je n'ai pas encore complété, excusez-moi. Je vais revenir un peu à cette question. Vous avez évoqué la question liée aux interventions. Lui, il l'a fait. Moi, je vais dire une chose sur cette question d'intervention. Moi, je pense que les interventions ne sont pas coordonnées. Aujourd'hui, quand je vois même le programme du ministère avec la GIZ, ils ont une approche de créer. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas une synergie? Il n'y a pas une synergie. C'est-à-dire qu'il y a une synergie de créer l'autonomisation des AGLC parce que l'expérience du ministère et la GIZ a montré que ces AGLC, ce n'ont pas des lignes de crédit et de moyens pour fonctionner. Ils n'ont pas être en mesure d'assumer la responsabilité initiale qui a été leur confiée par le ministère. Voilà. Donc il faut, avoir cette question de synergie. Juste pour créer... Et puis, une chose, l'approche AGLC aussi. Il faut dire qu'elle a ses limites. Et le projet qu'ils l'ont fait, moi je cherche une approche qui peut se faire sans intervention extérieure. Si maintenant pour chaque AGLC, il me faut un PRODEFI, il me faut la GIZ, il me faut le ministère, en tout cas, qui va couvrir la Mauritanie en AGLC? C'est vrai. Voilà. Allez-y, Chérif. Moi, je pense que je veux agir un peu par rapport aux moyens, les moyens dont on parle. Les AGLC, au moment, c'est une expérience qui a été d'abord réalisée à travers un projet. Et ce projet, j'avoue qu'il a accompagné les AGLC jusqu'à leur montrer le chemin qu'il faut prendre. Et les différents partenaires également dans les wilayas par rapport aux AGLC qui ont été créés. Certes, certains AGLC aujourd'hui sont opérationnels et d'autres ne le sont pas. Mais je ne mets pas le focus
Et je reconnais également la valeur économique de l'espace pastoral, de l'espace de la GLC. L'espace de la GLC ne se limite pas seulement à la zone humide elle-même. Je sais qu'elle va au-delà, parce qu'il y a plusieurs... Et puis l'idée qui est visée également, ce n'est pas l'idée seulement de protection. Ce n'est pas l'idée seulement de prélèvement des produits au niveau des AGLC, mais c'est l'idée de pérennité par rapport à des actions de développement qui se font à travers ces différents villages, puisqu'ils exploitent ensemble la même ressource. Donc, si déjà le souci de préservation et la conscience est prise que les ressources aujourd'hui qui sont disponibles au niveau de notre zone humide, que ce soit sur le plan biodiversité, que ce soit sur le plan maraîchage, que ce soit sur le plan agricole à grande échelle, que ce soit sur l'abreuvement du cheptel, s'il y a une prise de conscience que nos ressources sont communes et que nous devrons en tout cas les exploiter de façon durable ensemble, et que les partenaires accompagnent ce processus, je pense que nous allons atteindre nos objectifs. C'est vrai, quand on fait le débat sur la valeur économique des produits forestiers non ligneux, on peut citer des milliers, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. C'est d'abord, en tout cas, par rapport à ces zones humides aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État a mis en place un cadre juridique qui peut permettre à ces populations de gérer eux-mêmes leurs ressources. Et ces mesures d'accompagnement qui sont les PNLFN, le maraîchage et autres activités, la pêche et autres activités qui vont se mener après, dans le cadre de ces plans, que ces actions soient harmonisées par les projets qui opèrent aujourd'hui au niveau de ces grandes zones écologiques qui sont extrêmement importantes. Moi, je pense qu'il y a les outils qui sont là, il y a la stratégie, il y a les lois, il y a la société civile qui est disposée à accompagner, les maires également. Il y a un conseil régional aujourd'hui de développement où chaque village aujourd'hui doit disposer de son plan, que les zones humides soient vraiment une activité prise en considération et les mesures d'accompagnement qui se font à travers ces différentes zones humides, que ça soit vraiment fait de façon vraiment harmonisée et cohérente. Merci. Un dernier mot sur l'employabilité. J'ai oublié juste là, les DRED. Les DRED n'ont pas des moyens, sauf les différents projets n'ont pas mis des moyens à la disposition des projets pour qu'ils puissent vraiment. D'accord. Bien reçu. C'est bien noté. Moi, j'étais ancien DRED. C'est ça. Oui, c'est bien noté. Et j'étais coordinateur de ce projet. C'est bien noté. C'est bien noté. Je sais que l'actualité d'aujourd'hui qui tient à cœur aujourd'hui en Mauritanie, c'est l'employabilité. Les zones humides incarnent un potentiel d'employabilité énorme. Dans ces zones humides, il y a un point qu'on n'a pas encore soulevé. C'est la pêche continentale. Moi, je connais dans les zones humides, à partir du mois d'octobre jusqu'à le mois de décembre, énormément de nos frères qui viennent du sud, qui prélèvent énormément de poissons et qui le partent avec ça gratuitement. Qui font même des campings au niveau de au bord des zones humides. Au niveau de Bougainville. Même dans la zone de Tintin jusqu'à Tamichakat. Au niveau de Mel aussi. Au niveau de la... Maintenant, moi je parle, c'est la question de la capitalisation. La capitalisation, elle manque. Nous, on sait qu'il y a le projet, l'initiative de Mal qui a été faite dans les années 90. Nous savons que le Ban d'Arguin reçoit énormément de financement, il fait beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, la capitalisation n'est pas au rendez-vous. Il faut qu'on arrive, le ministère, s'il va travailler aujourd'hui sur une priorité des zones humides, il doit capitaliser tout ce qu'on avait fait sur les zones humides. Et se demander combien de sites on a enregistrés sur la convention des zones humides de Ramsar. Je pense que Jérém, à l'époque, avec Chérif était le responsable, avait cherché à enregistrer 5 zones humides dans l'Est mauritanien, mais cet enregistrement, si c'est fait ou n'est pas fait, en tout cas, au niveau de la convention de Ramsar, il faut toujours une actualisation. Il faut toujours une mise à jour. Donc aujourd'hui, la première des choses à faire au niveau politique, c'est de capitaliser les interventions, savoir le point fort, le point faible, quelles sont les opportunités et quels sont les risques. On fait une analyse. Maintenant, le dernier mot que je vais dire, je vais encore insister là-dessus, c'est l'employabilité dans les zones humides. L'emploi existe à travers la transformation, à travers la pêche continentale,
à travers la surveillance même des ressources. Énormément de lignes de crédit peuvent être développées au niveau des conseils régionaux actuellement en voie de mutation pour créer de l'emploi pour la protection des zones humides en Mauritanie. Parce que la question AGLC, elle est très pertinente, mais c'est dans 2 régions seulement et qui ne couvre pas aussi les 2 régions. Au niveau de Hadlarbi, aujourd'hui, il y a seulement 14 AGLC et beaucoup de la wilaya restent non couverts encore. Et même chose aussi pour le Guidimara. Et les initiatives au niveau de la Ouessi, au niveau de la Saba, au niveau de Kankossa, sont eux aussi, il y a aussi le risque qu'on n'a pas beaucoup soulevé ici. C'est le cas de lac de Kankossa. C'est la mare de Kankossa. Représente aujourd'hui une alerte que tout le monde doit le prendre en considération. Les effets de la sédentarisation, la surcharge, la dégradation, le surpâturage, ainsi de suite. Voilà. Merci. Chérif Ndiaye, un dernier mot, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Moi, en tout cas, ce que je veux dire, qu'au niveau local, il faut reconnaître que dans ces 2 régions où l'expérience a été menée par ces partenaires, il y a d'autres partenaires qui sont en train de travailler sur les associations de gestion locale des ressources naturelles. À mon point de vue, moi je reviens toujours sur le diagnostic au niveau de ces 3 régions. Comme l'a dit Mokhtar, il y a d'autres zones humides d'importance écologique et économique qui ne sont pas encore inventoriées. Il faut un état de lieu. Il faut harmoniser les interventions des différents partenaires au niveau de la zone humide. Il faut également le diagnostiquer également à travers la société civile quels sont les partenaires qui sont potentiels pour pouvoir accompagner ce processus au niveau local. La Grande Muraille Verte, ce projet de zone humide aujourd'hui qui va voir le jour, sous la tutelle du ministère de l'Environnement, s'il y a d'autres partenaires qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Environnement, qu'ils s'inscrivent en droite ligne avec ces différents projets pour que ces actions qui vont être menées pour l'intérêt de nos populations au niveau de l'Est mauritanien, que ceci soit vraiment un cheval de bataille. Et je sais que ce n'est pas facile parce que chaque bailleur a son approche. Mais on ne peut pas aller au-delà de la volonté politique du gouvernement qui est en tout cas le maître d'œuvre de toutes ces actions qu'on doit mener. Il faut également qu'au niveau local, qu'on ait des répondants qui peuvent accompagner ce processus d'harmonisation et de coordination de ces différentes actions également sur le terrain. L'expérience l'a montré que c'est une question, effectivement, les outils ne manquent pas, mais c'est comme le secteur de la santé, il y a des moyens qui existent, mais le problème de ressources humaines pose problème aujourd'hui. Parce que quand on regarde pour l'accompagnement et la mise en œuvre de ces différents programmes, que ce soit au niveau zone humide, que ce soit au niveau d'autres programmes des différents secteurs, la ressource humaine pose problème. Il faut également qu'on donne la main à la société civile, même si j'étais acteur principal du pouvoir public au niveau des wilayas, la société civile aujourd'hui dispose des potentiels qui peuvent accompagner ce processus. Il faut tendre la main, il faut accepter. Tu as oublié aussi la nécessité aussi d'impliquer les populations aussi dans la gestion de la société civile. Non, mais si je dis la société civile, c'est la population, ce n'est pas le président de Hautes-Assam, ni le président de Ahmed que je suis, Association mauritanienne pour l'environnement. Non, si j'ai dit le cadre juridique, vous voyez le code pastoral et la loi forestière donne le pouvoir à un maire de confier la gestion décentralisée des ressources naturelles à un particulier. Mais il faudrait que les populations qui veulent aujourd'hui accompagner ou bien s'inscrire dans ces AGLC, qu'il y ait d'abord une volonté de préserver et une volonté aussi de mettre des actions en place. Oui, j'espère que ce ne sera pas le dernier, le final, on va dire le final. En tout cas, en fait, moi, il y a une chose qui me crée un peu une certaine... c'est-à-dire une certaine faiblesse dans la politique de l'État. On a commencé dans les années 60 avec le système de forêts classées.
À l'époque, on n'avait pas besoin de ce système parce qu'il y avait énormément de ressources. Dans la période où on n'a plus de ressources, on n'a plus aussi de forêts classées, malheureusement. L'absence de ces forêts classées, c'est un grand problème. Le deuxième élément, il faut une transformation dans l'homme mauritanien. Parce que celui aujourd'hui, quand on parle de la société civile, quand on parle des AGLC, on a un problème de croyance en nous-mêmes. Les gens ne se transforment pas. Chacun est resté dans sa version initiale, authentique, quelqu'un qui cherche à profiter, mais la prise de conscience du bien collectif et de la survie collective ne les tient pas malheureusement à cœur. Le dernier mot à dire, c'est par rapport à la sécurité. Les zones humides, aujourd'hui, représentent aussi un enjeu pour la sécurité. On sait bien ce qui s'est passé dans la zone de Ouakadou au Mali. Donc les zones humides, s'ils ne sont pas gérées, s'ils ne sont pas surveillées, elles peuvent représenter aussi un danger sécuritaire. D'accord. Il y a un dernier élément, si vous le permettez, qui concerne justement ces... En 30 secondes, rapidement. Ces AGLC. Moi, je pense que ce qui est en train d'être fait au niveau de la Saba et au niveau du Hod al-Gharbi par rapport à ces associations, il faudrait d'abord que nos décideurs au niveau central acceptent d'adhérer à l'approche. C'est ça. Et qu'ils acceptent d'accompagner ces AGLC. Parce qu'aujourd'hui, ces AGLC ne font que renforcer l'action quotidienne de l'État. Puisque le personnel est limité en termes de protection. Et ces associations, si elles sont responsabilisées dans le cadre de la gestion durable de leurs ressources naturelles, certes, il y aura une prise de conscience. Mais si on s'attend toujours à cet agent forestier ou pas à un agent de développement qui accepte d'adhérer à l'approche, on ne va pas avancer. Parce que ces AGLC, où il y a aujourd'hui des problèmes, pourquoi ça ne marche pas? Parce que certains responsables n'ont pas voulu s'approprier l'approche. Et une approche qui va dans l'intérêt. Ou bien n'ont pas eu la collaboration des autres. Et ils n'ont pas accepté justement d'accompagner ce processus. Oui, cette approche va dans l'intérêt de la préservation vraiment de notre environnement. Tant sur tous les plans, que ce soit écologique, que ce soit économique, ça a été démontré. Donc il faudrait aussi que la tutelle accepte d'accompagner ce processus et que les responsables directs qui sont concernés pour accompagner le processus de gestion décentralisée des ressources naturelles, qu'ils s'approprient l'approche. Sinon, nous allons toujours retourner à la case de départ et les ressources humaines sont extrêmement limitées au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Que le message est bien reçu par les différents responsables concernés. Donc ainsi, chers téléspectateurs, prend fin notre émission de ce soir que nous avons consacrée sur l'importance des zones humides en Mauritanie et la nécessité de les protéger en prenant en compte des ressources naturelles importantes qu'est le RSL et en mettre en place des projets de développement en mesure d'améliorer les conditions des populations résidentes. Je remercie mes invités, M. Cherif Ndiaye, qui est ancien délégué du ministère de l'Environnement et du Développement durable et qui est expert dans le domaine de l'environnement. Monsieur Mohamed Mokhtar Mohamed Ahmed, qui est sociologue pastoraliste, président de l'ONG Ozassam. Merci, chers invités, pour l'ensemble des éclaircissements fournis dans le cadre de ce débat. Merci. Merci.